Le matin parisien se levait avec sa bruine habituelle, transformant les pavés de la place de la République en miroirs scintillants. Amélie Dubois serrait la main de sa fille Chloé, tout en regardant nerveusement sa montre. 8h15. Elle était déjà en retard pour déposer la petite à l'école avant de se rendre à son rendez-vous chez le comptable, une réunion qu'elle redoutait depuis des semaines. « Maman, pourquoi tu trembles ?» demanda Chloé, ses grands yeux bruns levés vers sa mère avec cette innocence qui brisait le cœur d'Amélie chaque jour. « Ce n'est rien, ma puce. Juste le froid. » Amélie resserra son manteau usé autour de ses épaules. La vérité était bien plus compliquée. Depuis 3 mois, elle recevait des lettres de l'administration fiscale concernant des déclarations frauduleuses qu'elle n'avait jamais faites. Des montants astronomiques, des sociétés fictives, des signatures qui ressemblaient étrangement à la sienne mais qu'elle n'avait jamais tracées. Dans les bureaux feutrés du 8e arrondissement, Henri Moreau ajustait sa cravate Hermès devant le miroir de son bureau. 2 ans. Cela faisait exactement 2 ans aujourd'hui que Charlotte était morte, et il s'efforçait de traiter cette date comme n'importe quelle autre. Ses assistantes avaient appris à ne jamais mentionner les anniversaires, surtout pas celui-ci. Il consulta son agenda, 3 réunions importantes, un déjeuner avec des clients japonais et une conférence en fin d'après-midi. Parfait. Assez pour occuper son esprit et faire taire les souvenirs. « Monsieur Moreau, votre premier rendez-vous est arrivé », annonça sa secrétaire par l'interphone. Henri hocha la tête sans lever les yeux de ses dossiers. Le travail était devenu sa drogue, son refuge, sa raison d'être. Depuis la mort de Charlotte, il n'avait pris aucun jour de congé, refusé aucun dossier, accepté tous les défis. Ses collègues murmuraient qu'il était devenu une machine, mais ils ne comprenaient pas. S'arrêter signifiait penser, et penser signifiait souffrir. De retour place de la République, Amélie venait de laisser Chloé à l'école quand son téléphone vibra. Un numéro inconnu. « Madame Dubois, ici la brigade financière. Nous devons vous parler immédiatement. » Le sang d'Amélie se glaça. « Il y a une erreur, j'ai tous mes justificatifs, je peux tout expliquer. Madame, nous avons un mandat. Vous devez nous suivre maintenant. » 3 hommes en costume sombre émergèrent de la foule matinale, leur badge officiel brillant sous la lumière grise. Amélie recula instinctivement, son sac serré contre sa poitrine. « Non, vous ne comprenez pas. Je dois récupérer ma fille à 16h. Elle n'a que 8 ans. Elle ne peut pas rentrer seule. » Sa voix montait, attirant les regards curieux des passants. « Madame, ne rendez pas les choses plus difficiles. Mais je n'ai rien fait. Ces documents, ces signatures, ce n'est pas moi. » Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. « C'est mon ex-mari, il veut me détruire pour avoir la garde de Chloé. » Henri sortait justement de sa réunion matinale lorsque les cris perçants attirèrent son attention. Depuis les fenêtres de son bureau, il avait une vue parfaite sur la place. Une femme brune, la trentaine, luttait contre 3 hommes qui tentèrent de l'emmener. Sa détresse était palpable, même à cette distance. « Sauvez-moi » cria-t-elle soudain, sa voix portée par le vent jusqu'aux fenêtres des immeubles environnants. « Quelqu'un, aidez-moi, je n'ai rien fait. Ma fille, ma petite fille. » Henri se figea. Ces mots, ce désespoir, cette impuissance face à l'injustice, combien de fois avait-il ressenti la même chose lors de l'accident de Charlotte? Combien de fois avait-il voulu crier à l'univers entier de la sauver? Sans réfléchir, il attrapa son manteau et se précipita vers les ascenseurs. Amélie fut menottée sur la place publique, sous les regards de dizaines de témoins qui filmaient déjà la scène avec leur téléphone. L'humiliation était totale. Dans quelques heures, sa fille sortirait de l'école et ne trouverait personne. Madame Leclerc, la voisine, était en voyage. Ses parents vivaient à Marseille. Elle n'avait personne. « S'il vous plaît, laissez-moi passer un coup de fil. Ma fille, vous aurez droit à votre appel au commissariat. » Henri arriva en courant sur la place, sa respiration formant de petits nuages dans l'air froid. Il ne savait pas exactement ce qu'il comptait faire, mais il ne pouvait pas rester passif. « Excusez-moi, messieurs. » Sa voix d'avocat, ferme et assurée, fit se retourner les 3 hommes. « Henri Moreau, cabinet Moreau & Associés. Puis-je connaître les charges retenues contre ma cliente ?» Amélie le regarda avec surprise. Un homme élégant, la quarantaine, au regard intense mais bienveillant. Elle ne l'avait jamais vu de sa vie. « Votre cliente ?» L'un des agents fronça les sourcils. « Madame Dubois ne nous a mentionné aucun avocat. Maître Moreau me représente effectivement, » mentit Amélie sans hésiter, s'accrochant à cette bouée de sauvetage inespérée. Henri sortit sa carte professionnelle. « J'exige de connaître les charges exactes et de voir le mandat d'arrêt. Ma cliente a des droits. » Pendant qu'Henri négociait avec les agents, scrutant les documents légaux avec l'œil expert de 20 ans de carrière,
Amélie l'observait. Pourquoi un parfait inconnu prenait-il de tels risques pour elle? Son costume coûtait probablement plus que son loyer mensuel. Ses chaussures italiennes brillaient, malgré l'humidité. Il évoluait clairement dans un monde différent du sien. L'arrestation est légale, conclut Henri, après avoir examiné les papiers. Mais ma cliente a droit à une libération sous caution. Je m'en porte garant personnellement. Monsieur, la caution s'élève à 50 000 €. Un silence pesant s'installa. Amélie ferma les yeux. 50 000 €. Autant demander la lune. Très bien, dit Henri simplement. J'appellerai ma banque depuis le commissariat. Amélie ouvrit grand les yeux. Cet homme était-il fou? 50 000 € pour une inconnue? 2 heures plus tard, les formalités étaient terminées. Amélie, libre mais encore sous le choc, se tenait devant le commissariat du 11e arrondissement. Henri finissait de signer les derniers documents, son portable collé à l'oreille pour organiser le virement bancaire. « Pourquoi ?» demanda-t-elle lorsqu'il raccrocha. « Vous ne me connaissez pas. » Henri la regarda longuement. Dans ses yeux, il voyait la même vulnérabilité que dans ceux de Charlotte le soir de l'accident. La même peur de l'injustice, la même foi brisée en un monde qui devrait être juste. Parce que, dit-il doucement, parfois nous avons tous besoin que quelqu'un nous sauve. Le soleil perçait enfin les nuages, illuminant les visages de ces deux étrangers, que le destin venait de lier d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait encore comprendre. 15h45. Amélie courait à travers les rues du 11e arrondissement, ses talons résonnant sur les pavés humides. Elle devait absolument arriver à l'école avant la sortie de Chloé. L'image de sa petite fille attendant seule dans la cour, inquiète et abandonnée, lui donnait des ailes malgré l'épuisement. Henri la suivait de près, sa longue silhouette élégante détonnant dans ce quartier populaire. Il avait insisté pour l'accompagner, prétextant qu'il devait discuter de sa défense légale. En réalité, quelque chose dans le désespoir maternel d'Amélie l'avait profondément touché. « Maman !» Chloé se précipita dans les bras de sa mère dès qu'elle franchit les grilles de l'école. « J'ai eu peur. Madame Rousseau a dit que tu étais en retard. Pardon, ma puce, pardon. » Amélie serra sa fille contre elle, respirant son odeur de crayon et de bonbons à la menthe. « Tout va bien maintenant. » Chloé remarqua alors Henri, qui se tenait légèrement en retrait, observant leurs retrouvailles avec une mélancolie qu'il tentait de dissimuler. « Qui c'est, le monsieur ?»« C'est... » Amélie hésita. Comment expliquer à une enfant de 8 ans qu'un parfait inconnu venait de dépenser une fortune pour la sortir de prison? « C'est monsieur Moreau. Il m'a aidé aujourd'hui. » Henri s'approcha et s'accroupit à la hauteur de la fillette. « Bonjour Chloé. Tu as de très beaux yeux, comme ta maman. » Chloé rougit et se cacha derrière la jambe d'Amélie, mais elle souriait. Henri avait cette façon naturelle de parler aux enfants, un don qu'Amélie n'aurait jamais soupçonné chez cet homme d'affaires sophistiqué. Ils marchèrent ensemble vers l'appartement d'Amélie, Chloé sautillant entre eux deux, déjà conquise par ce mystérieux protecteur. Henri découvrait un Paris qu'il avait oublié, les petites épiceries familiales, les cafés où tout le monde se connaît, les immeubles aux façades défraîchies mais pleines de vie. « C'est ici », dit Amélie en s'arrêtant devant un immeuble des années 1960. Elle rougit soudain, consciente du contraste entre son modeste logement et le monde luxueux dont Henri venait visiblement. L'appartement était petit mais chaleureux. Des dessins de Chloé ornèrent les murs, des livres s'empilaient sur tous les meubles, et l'odeur du café mélangée à celle des crayons de couleur créait une atmosphère familiale que Henri n'avait plus respirée depuis longtemps. « Tu veux un café ?» proposa Amélie en installant Chloé devant ses devoirs. « C'est le moins que je puisse faire après tout ça. » Henri accepta et s'assit sur le petit canapé du salon. Ses yeux tombèrent sur une photo posée sur la table basse. Amélie et Chloé au parc, toutes deux riant aux éclats. À côté, une autre photo avait été retournée face contre la surface vitrée. « Mon ex-mari », expliqua Amélie en suivant son regard. « Je n'arrive pas à me résoudre à la jeter complètement. » Chloé pose encore des questions. « Parlez-moi de lui », dit Henri en acceptant la tasse fumante. « Si nous voulons prouver votre innocence, je dois tout savoir. » Amélie s'assit en face de lui, ses mains tremblant légèrement autour de sa tasse. « Vincent Mercier. Nous nous sommes mariés il y a 10 ans. Au début, tout semblait parfait. Il était commercial dans une grande entreprise, charmant, ambitieux. Puis Chloé est née et tout a changé. » Elle marqua une pause, jetant un coup d'œil vers sa fille qui dessinait consciencieusement à la table de la cuisine. Il a commencé à boire. Les responsabilités l'angoissaient. Il disait que je l'avais piégé avec cette grossesse, que sa carrière était finie. Les disputes sont devenues quotidiennes. Un jour, il a levé la main sur moi, devant Chloé. Henri serra les poings.
Cette histoire lui rappelait trop de dossiers qu'il avait traités, trop de femmes brisées par des hommes qui ne méritaient pas leur amour. J'ai demandé le divorce immédiatement, continua Amélie. La procédure a été un cauchemar. Vincent ne supportait pas l'idée de perdre le contrôle. Il a tout fait pour me discréditer. Fausses accusations, manipulation des témoins, chantage financier. Le juge a fini par me donner la garde principale, mais Vincent a des droits de visite. Et ces documents frauduleux? Amélie soupira profondément. Ils sont apparus il y a 3 mois, juste après que Vincent a déposé une nouvelle demande de garde. Des sociétés créées à mon nom, des comptes bancaires offshore, des montants énormes. Tout était parfaitement falsifié. Vincent travaille dans l'informatique maintenant. Il a les compétences techniques pour orchestrer ce genre de fraude. Henri réfléchissait, son esprit d'avocat analysant déjà les angles d'attaque possibles. Nous devons rassembler des preuves de sa manipulation. Relevés bancaires, témoignages, analyse technique des documents. Monsieur Moreau, l'interrompit Amélie doucement. Pourquoi faites-vous tout cela? 50 000 €, c'est énorme pour moi. Mais je suppose que pour vous, Henri détourna le regard vers la fenêtre qui donnait sur la cour intérieure. Des enfants jouaient dans le petit jardin communautaire, leur rire montant jusqu'au 3e étage. Ma femme s'appelait Charlotte, dit-il finalement. Elle est morte il y a 2 ans dans un accident de voiture. Un chauffard ivre. Il n'a écopé que de 6 mois avec sursis. Manque de preuves, procédure malmenée, avocat incompétent, l'injustice, dans toute sa splendeur. Amélie sentit sa gorge se serrer. Je suis désolé. Nous essayons d'avoir un enfant depuis 3 ans. Charlotte aurait été une mère merveilleuse. Elle avait cette façon de voir le bon côté des choses, même dans les pires situations. Il but une gorgée de café, ses yeux perdus dans les souvenirs. Quand je vous ai vu ce matin, votre détresse, votre amour pour votre fille, j'ai pensé à elle. J'ai pensé que peut-être, en vous aidant, je pourrais racheter mon incapacité à la sauver. Un silence ému s'installa dans le petit salon. Chloé leva la tête de ses devoirs et s'approcha d'Henri. « Monsieur Henri, vous êtes triste ?» Henri sourit malgré lui. « Un peu, ma puce. Mais être ici avec toi et ta maman me rend moins triste. Tu peux rester dîner. Maman fait très bien les pâtes. » Amélie rougit. « Chloé, Monsieur Moreau a sûrement des choses importantes à faire. En fait, dit Henri en regardant sa montre, j'avais prévu de travailler tard ce soir, comme d'habitude. Mais des pâtes en bonne compagnie me tentent beaucoup plus. » Pendant qu'Amélie préparait le dîner, Henri aida Chloé avec ses devoirs de mathématiques. Il découvrait avec surprise à quel point il appréciait cette simplicité, cette normalité qu'il avait fui depuis 2 ans. Chloé était drôle et intelligente, posant 1000 questions sur son métier d'avocat, ses voyages, sa voiture. « Tu as des enfants, Henri ?» demanda-t-elle avec l'innocence cruelle de l'enfance. « Non, ma puce, mais j'aimerais beaucoup avoir une petite fille comme toi. » Chloé réfléchit sérieusement. « Tu sais, papa ne vient plus nous voir depuis longtemps. Maman est souvent triste le soir. Tu pourrais venir plus souvent ?» Amélie, qui avait entendu depuis la cuisine, sentit son cœur s'emballer. Les choses allaient trop vite. Cet homme était trop bien pour être vrai. Et pourtant, voir Chloé rire comme elle ne l'avait pas fait depuis des mois lui réchauffait l'âme. Après le dîner, alors que Chloé regardait ses dessins animés, Henri et Amélie s'installèrent sur le petit balcon malgré la fraîcheur. Paris scintillait sous leurs yeux, et pour la première fois depuis longtemps, Henri ne pensait pas au travail qui l'attendait. « Demain, nous commençons vraiment, » dit-il. « Mon équipe va éplucher votre dossier. Nous allons prouver votre innocence et clouer votre ex-mari au pilori. » Henri, Amélie hésita. « Cette somme que vous avez avancée, je ne sais pas comment je pourrais vous rembourser. » Henri se tourna vers elle, captant son regard dans la pénombre. « Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Vous me remboursez déjà d'une façon que vous ne soupçonnez pas. » À travers la baie vitrée, il voyait Chloé endormie sur le canapé, un sourire paisible aux lèvres. Pour la première fois depuis l'accident de Charlotte, Henri se sentait utile à nouveau. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrestation d'Amélie. Dans les bureaux feutrés du cabinet Moreau & Associés, l'atmosphère était électrique. Henri avait mobilisé ses meilleurs enquêteurs privés et experts comptables pour démanteler le réseau de fausses sociétés créées au nom d'Amélie. Les preuves s'accumulaient, mais Vincent Mercier restait insaisissable, protégé par un alibi apparemment inattaquable. « Regardez ça », dit Maître Roussel, l'associé principal d'Henri, en posant un épais dossier sur la table de conférence. « Votre Vincent Mercier est plus malin qu'on ne le pensait. Il a utilisé des serveurs proxy en cascade, des identités numériques multiples et même fait appel à des complices en Roumanie. » Amélie, assise en face d'Henri dans la salle de réunion,
sentit son estomac se nouer. Chaque jour qui passait la rapprochait du procès, et chaque révélation sur les capacités techniques de son ex-mari sapait un peu plus ses espoirs. Mais nous avons trouvé une faille, continua l'avocate avec un sourire satisfait. Un virement de 2000 € effectué depuis son compte personnel vers l'un des comptes offshore le jour même de la création de la première société fictive. Il a voulu récupérer de l'argent trop vite et a commis une erreur. Henri se pencha vers Amélie. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Cette transaction prouve son implication directe dans la fraude. Amélie hocha la tête, mais son soulagement était teinté d'une autre préoccupation. Ces dernières semaines, Henri était devenu omniprésent dans sa vie. Il passait prendre Chloé à l'école quand Amélie était convoquée chez les avocats, l'emmenait au restaurant le week-end, lui avait même offert des vêtements neufs sous prétexte qu'elle devait faire bonne impression au procès. Chloé l'adorait. Elle l'appelait Henri, tout court maintenant, avec cette familiarité naturelle des enfants. Mais Amélie commençait à ressentir le poids de cette dette émotionnelle grandissante. « Il faut que nous parlions », dit-elle à Henri alors qu'ils sortirent du cabinet. Ils s'installèrent dans un café proche, sur le boulevard Saint-Germain. L'automne avait rougi les feuilles des platanes, et Paris revêtait ses couleurs les plus romantiques. Mais l'humeur d'Amélie était sombre. « Henri, tout cela va trop loin. » Il leva les yeux de son expressaire, surpris par son ton sérieux. « Que veux-tu dire ? Tu sais très bien de quoi je parle. L'argent que tu dépenses pour nous, le temps que tu nous consacres, ta présence constante dans nos vies. » Elle tourna sa cuillère dans son café, évitant son regard. « Chloé s'attache à toi. Moi aussi, si tu veux tout savoir. Mais qu'est-ce qui se passera après le procès ? Tu retourneras à ta vraie vie, et nous… » Henri posa sa main sur la sienne. « Amélie, regardez-moi. » Elle obéit, plongeant dans ses yeux gris qui semblaient y porter tant de peine et d'espoir mêlés. « Ma vraie vie, c'est celle que je vis depuis 3 semaines. Avant Charlotte, j'étais déjà un bourreau de travail. Après sa mort, je suis devenu un zombie. Vous et Chloé, vous m'avez rendu à la vie. Et c'est exactement le problème. Tu cherches à remplacer ta femme et l'enfant que vous n'avez jamais eu. Nous ne sommes pas tes poupées de substitution. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Henri retira sa main comme s'il avait été brûlé. Amélie réalisa immédiatement la cruauté de ses paroles. Mais c'était trop tard. « Tu as raison, » dit-il finalement, sa voix étrangement calme. « J'ai peut-être perdu de vue la frontière entre vous aider et vous utiliser pour combler mes propres manques. » Amélie sentit les larmes monter. « Henri, je ne voulais pas. Non, tu as raison de me remettre à ma place. » Il se leva, laissant quelques euros sur la table. « Je vais terminer votre affaire parce que c'est mon devoir professionnel. Mais vous avez ma parole. Après le procès, je sortirai de vos vies. » Cette nuit-là, Amélie ne dormit pas. Chloé avait pleuré en apprenant qu'Henri ne viendrait plus dîner, et ses sanglots résonnaient encore dans le petit appartement. Était-elle en train de faire la plus grosse erreur de sa vie par orgueil mal placé ? Le lendemain matin, son téléphone sonna. Un numéro qu'elle ne reconnut que trop bien. « Salut Amélie. » Vincent. Sa voix suave, manipulatrice, qu'elle avait espéré ne plus jamais entendre. « Qu'est-ce que tu veux ? » ?»« Te parler. En face à face. Comme au bon vieux temps. Tu es fou. Après ce que tu m'as fait subir ? Justement, il faut qu'on règle cette histoire. Ton avocat de luxe commence à fouiner un peu trop près de mes affaires. Ça ne me plaît pas. » Amélie sentit la peur familière l'envahir. Cette voix, ce ton menaçant déguisé en fausse décontraction, elle les connaissait par cœur. « Le café des Deux Moulins, rue Le Pic, dans 1 heure. Viens seul, ou je dépose une nouvelle plainte contre toi pour aliénation parentale. Tu sais que j'en suis capable. » Il raccrocha avant qu'elle puisse répondre. Amélie resta figée, le téléphone à la main. Devait-elle prévenir Henri ? Après leur dispute de la veille, elle n'était plus sûre de rien. Finalement, elle décida d'y aller seule. Vincent avait toujours été lâche physiquement. Dans un lieu public, elle ne risquait rien. Le café des Deux Moulins à Montmartre grouillait de touristes venus voir le lieu de tournage d'Amélie Poulain. L'ironie de la situation n'échappa pas à Amélie. Elle, qui portait le même prénom que l'héroïne du film, venait régler ses comptes avec son pire cauchemar dans ce temple du romantisme parisien. Vincent l'attendait au fond, dans un box isolé. À 40 ans, il avait pris du poids et perdu des cheveux, mais son sourire carnassier était intact. « Tu es toujours aussi belle », dit-il en se levant pour l'embrasser. Amélie recula vivement. « Épargne-moi tes compliments. Qu'est-ce que tu veux ? M'asseoir et discuter avec la mère de ma fille. C'est si terrible. » Elle s'installa en face de lui, tous ses sens en alerte. Vincent commanda un whisky malgré l'heure matinale, signe qu'il n'avait pas vraiment changé. « Alors ce Henri Moreau ?» dit-il avec un sourire mauvais. « Bel homme, riche,
Célibataire depuis peu, tu n'as pas perdu de temps. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah non? Pourtant mes sources me disent qu'il passe ses soirées chez vous, qu'il s'occupe de Chloé, qu'il joue au papa de substitution. Amélie frémit. Vincent la faisait surveiller. Tu es malade. Je suis un père inquiet pour sa fille. Ce type débarque dans vos vies comme un sauveur providentiel, sort 50 000 € de sa poche pour une inconnue. Tu ne trouves pas ça bizarre? Malgré elle, Amélie sentit le doute s'immiscer dans son esprit. N'avait-elle pas eu les mêmes interrogations? Henri Moreau cache quelque chose, continua Vincent. Les gens comme lui n'agissent jamais par pure bonté d'âme. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Toi? Chloé? Une nouvelle famille toute prête? Tais-toi. Tu sais que j'ai raison. Au fond de toi, tu te poses les mêmes questions. Vincent se pencha vers elle. Laisse tomber cette mascarade judiciaire. Retire ta plainte. Accepte un arrangement à l'amiable. Je te promets de disparaître de vos vies. Après tout ce que tu m'as fait subir, jamais. Le visage de Vincent se durcit instantanément. Le masque charmeur tombait, révélant la vraie nature de l'homme. Alors tant pis pour toi, parce que figure-toi que j'ai d'autres révélations croustillantes sur ton prince charmant. Des choses qui risquent de t'intéresser, et d'intéresser le juge aussi. Il sortit une enveloppe Kraft de sa veste et la posa sur la table. Henri Moreau a menti sur les circonstances de la mort de sa femme. Charlotte ne s'est pas tuée dans un accident de voiture. Elle s'est suicidée, Amélie. Et il le sait parfaitement. Le monde d'Amélie s'écroula en une seconde. Vincent continuait de parler, mais elle n'entendait plus rien. Les photos dans l'enveloppe montraient des rapports de police, des témoignages, un certificat de décès modifié. Il t'a menti depuis le début, conclut Vincent. La question maintenant c'est, qu'est-ce qu'il te cache d'autre? Amélie rentra chez elle dans un état second, l'enveloppe Kraft serrée contre sa poitrine comme une bombe à retardement. Chloé l'accueillit avec son sourire habituel, mais remarqua immédiatement le trouble de sa mère. « Maman, tu as vu papa? Tu es toute blanche. »« Oui, ma puce. Va faire tes devoirs, s'il te plaît. Maman doit réfléchir. » Seule dans la cuisine, Amélie étala le contenu de l'enveloppe sur la table. Les documents semblaient authentiques. Rapport de police, témoignage de voisins, certificat médical d'un psychiatre. Charlotte Moreau avait effectivement mis fin à ses jours, 2 ans plus tôt, après une longue dépression suite à plusieurs fausses couches. Le rapport mentionnait des disputes conjugales répétées, des séances de thérapie de couple ratées et un mot d'adieu dans lequel Charlotte accusait Henri de négligence émotionnelle. Le téléphone sonna. Henri. « Amélie, j'ai réfléchi à notre conversation d'hier. Je pense que nous devrions... » « Tu m'as menti. » Un silence glacial s'installa. Charlotte ne s'est pas tuée dans un accident de voiture, n'est-ce pas, Henri? Elle s'est suicidée. Et tu le savais parfaitement. Elle entendit sa respiration se couper à l'autre bout du fil. Où as-tu eu ces informations? Vincent. Il a tout, Henri. Les vrais rapports de police, les témoignages, le certificat de décès original. Tu m'as menti depuis le début. Amélie, écoute-moi. Non. Sa voix se brisa. J'ai eu confiance en toi. J'ai laissé ma fille s'attacher à toi. Et pendant tout ce temps, tu mentais. Qu'est-ce qui te dit que tu ne mens pas sur le reste? Sur tes motivations, sur ton aide soi-disant désintéressée? Amélie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Elle raccrocha et éteignit son téléphone. Chloé apparut dans l'embrasure de la porte, les yeux rougis par les larmes. « Maman, pourquoi tu cries? Qu'est-ce qui se passe avec Henri ?» Amélie prit sa fille dans ses bras, ne sachant plus quoi penser, quoi croire, à qui faire confiance. Le lendemain matin, Henri était devant l'école de Chloé. Amélie l'aperçut de loin et voulut faire demi-tour, mais il l'avait déjà vue. « Amélie, accordez-moi 10 minutes. 10 minutes pour vous expliquer la vérité. Après, si vous voulez que je disparaisse, je le ferai. » Chloé courut vers lui. « Henri, tu es revenu? Bonjour ma puce. » Il la serra contre lui, et Amélie vit des larmes briller dans ses yeux. « Écoute, va en classe. Il faut que je parle avec ta maman. » Ils s'installèrent sur un banc du square Trousseau, près de l'école. Henri paraissait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. « Vincent a raison sur les faits, commença-t-il. Charlotte s'est effectivement suicidée, mais il a tort sur tout le reste. » Il prit une profonde inspiration avant de continuer. « Charlotte et moi nous essayons d'avoir un enfant depuis 4 ans. 4 ans de traitement, d'espoir déçu, de fausses couches. À chaque échec, elle sombrait un peu plus. Moi je me réfugiais dans le travail, pensant bêtement que gagner plus d'argent, avoir plus de succès arrangerait les choses. Sa voix se brisa légèrement. Un soir de décembre, elle m'a dit qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle voulait arrêter les traitements. J'ai refusé. J'ai dit que nous devions continuer, que l'abandon n'était pas une option.
Nous nous sommes disputés violemment. Je suis parti claquer la porte pour aller marcher. Quand je suis rentré, il s'arrêta, incapable de continuer. Amélie sentit sa colère s'évaporer peu à peu. Elle avait pris tous ses médicaments d'un coup. Dans la salle de bain, il y avait un mot sur le miroir. « Pardonne-moi, Henri. Je ne suis plus assez forte pour te rendre heureux. » Les larmes coulèrent maintenant librement sur ses joues. J'aurais pu la sauver si j'étais resté, si j'avais été moins égoïste, moins obsédé par mes propres désirs, si j'avais écouté sa souffrance au lieu de la nier. Amélie posa instinctivement sa main sur son bras. Pourquoi avoir menti sur l'accident de voiture? Parce que la vérité était trop lourde à porter. Parce qu'avouer le suicide de Charlotte, c'était avouer ma responsabilité dans sa mort. Mes parents, mes collègues, tout le monde me plaignait pour cette tragique fatalité. Personne ne me jugeait. Alors j'ai laissé faire. Il se tourna vers elle, ses yeux gris empreints d'une sincérité bouleversante. Quand je vous ai vu sur cette place, désespéré, abandonné par la justice, j'ai pensé, cette fois, tu ne laisseras pas tomber quelqu'un. C'était ma chance de racheter ma lâcheté passée. Et Chloé et moi, nous sommes vraiment justes. Une thérapie pour toi? Henri secoua vigoureusement la tête. Au début, peut-être, mais très vite, vous êtes devenu bien plus que ça. Chloé m'a redonné l'envie de sourire. Vous m'avez montré qu'on pouvait être heureux dans un petit appartement avec des pâtes au beurre et des dessins d'enfants au mur. Vous m'avez appris que l'amour, ce n'est pas posséder quelqu'un ou le forcer à être heureux. C'est l'accompagner, le protéger, l'aimer tel qu'il est. Il prit ses mains dans les siennes. Amélie, je vous aime. Pas comme un substitut à Charlotte. Pas comme une façon d'oublier ma culpabilité. Je vous aime pour ce que vous êtes. Une femme courageuse, une mère formidable, une personne qui a su garder sa bonté malgré les épreuves. Et j'aime Chloé comme si elle était ma propre fille. Amélie sentit son cœur se serrer. Elle avait envie de le croire, mais la peur était encore là. Comment puis-je te faire confiance après ce mensonge? Vous ne pouvez pas, dit-il simplement. Je dois le mériter. Mais donnez-moi cette chance. Laissez-moi d'abord gagner votre procès et prouver l'innocence que je n'ai jamais mise en doute. Après, nous verrons. 2 semaines plus tard, le procès d'Amélie Dubois s'ouvrait au tribunal de grande instance de Paris. Henri avait monté un dossier d'accusation implacable contre Vincent Mercier. Les preuves techniques étaient irréfutables. Virement suspect, adresse IP tracée, témoignage de complices repentis. Vincent, acculé, tenta un dernier coup de poker en accusant Henri de manipulation psychologique envers Amélie. Il brandit les documents sur la mort de Charlotte, pensant discréditer l'avocat. Mais Henri était prêt. « Monsieur le Président », dit-il en se levant, « Maître Vincent a raison sur un point. Ma femme s'est effectivement suicidée, et j'ai menti à ce sujet par lâcheté personnelle. Mais cette tragédie personnelle ne change rien aux faits. Vincent Mercier a orchestré une fraude massive pour détruire son ex-épouse et obtenir la garde de leur enfant. Les preuves techniques sont là, indiscutables. » Il se tourna vers Amélie, lui adressant un sourire encourageant. « J'ai appris de mes erreurs passées. Cette fois, je ne laisserai pas l'injustice triompher. » Le verdict tomba 3 heures plus tard. Amélie Dubois était acquittée de tous les chefs d'accusation. Vincent Mercier était condamné à 2 ans de prison ferme pour fraude informatique et manipulation de preuves. Sur les marches du palais de justice, sous le soleil d'octobre qui dorait les façades haussmanniennes, Amélie serra Chloé contre elle. Henri se tenait légèrement à l'écart, respectant la promesse qu'il avait faite de les laisser libres de choisir. « Henri !» Chloé courut vers lui et sauta dans ses bras. « Tu as gagné. Tu es le meilleur avocat du monde. » Henri la fit tournoyer en riant, puis la reposa et s'approcha d'Amélie. « C'est fini ?» dit-il simplement. Amélie hocha la tête, puis, à sa grande surprise, se dressa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Un baiser tendre, plein de gratitude, de pardon et d'espoir. « Non » murmura-t-elle contre ses lèvres. « C'est le début. » 6 mois plus tard, Henri avait vendu son appartement du 8e arrondissement pour emménager dans un plus grand logement dans le 11e, à 2 rues de l'ancien appartement d'Amélie. Chloé avait sa propre chambre décorée de ses dessins, et ils avaient adopté un chat roux qu'elle avait appelé Justice. Les soirs d'été, ils dînaient tous les 3 sur leur petite terrasse qui donnait sur les toits de Paris. Henri avait appris à faire les meilleures pâtes au beurre du quartier, et Amélie avait découvert qu'elle aimait le champagne rosé. « Tu sais quoi ?» dit Chloé un soir en regardant les étoiles. « Je suis contente que papa soit méchant. Sinon, on n'aurait jamais rencontré Henri. » Amélie et Henri échangèrent un regard complice. Parfois, les plus belles histoires naissent des pires moments. Et parfois, sauver quelqu'un, c'est se sauver soi-même. « Maman, » reprit Chloé, « est-ce que Henri peut être mon nouveau papa? Pour de vrai ?»
Henri prit la main d'Amélie et sourit à la petite fille qui avait illuminé sa nouvelle vie. « Si ta maman est d'accord, ma puce, j'aimerais beaucoup être ton papa, pour de vrai et pour toujours. » Paris scintillait sous leurs yeux, témoins silencieux de cette famille recomposée qui avait su transformer la douleur en espoir, le mensonge en vérité et la peur en amour.